Bonjour, salam alaikum. Donc, la dernière fois, on a vu la première partie concernant le champ magnétique, champ d'induction magnétique. Dans cette partie, on a vu une partie historique. Après, on a vu l'origine, ça veut dire ce qui crée le champ magnétique, c'est en fait les courants. On a vu aussi que le vecteur champ d'induction magnétique est un vecteur axial. Et on a dit quelques mots sur la symétrie de ce champ magnétique, c'est qu'il est toujours orthogonal au plan de symétrie. Par contre, il est continu dans tout plan d'antisymétrie. Et on a à la fin trouvé ce qu'on appelle la loi de Biot-Savart, qui est une loi assez importante qu'on utilise pour faire les calculs. Cette loi-là prend une forme simple lorsqu'il s'agit des circuits filiformes. Et on a utilisé cette loi pour calculer le champ magnétique créé par un fil infini et par une sphère. Aujourd'hui, on va trouver un théorème analogue au théorème de Gauss pour le champ électrostatique. Il s'agit du théorème d'Ampère. Et on va aussi montrer quelques formules locales pour le champ magnétique. Et on va à la fin appliquer le théorème d'Ampère sur quelques systèmes pour calculer le champ magnétique. Donc on commence. Tout d'abord, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire la conservation de la charge. Donc on va considérer un système comme celui-là. Donc ce système, il est parcouru par un courant, une densité de courant volumique G. Donc le courant, s'il entre d'une surface, il va sortir de l'autre surface. Nous avons un tube comme ça. Puisque N a le sens opposé de G, donc je vais faire un signement comme ça pour le flux qui n'est autre que le courant. Je sais que si je considère une surface fermée, telle que S1 plus S2 plus T, donc c'est une surface fermée, donc le flux à travers cette surface-là, c'est quoi? Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par tout simplement, le flux c'est un courant. Un courant, c'est une variation de charge. Donc puisque le système est fermé, donc il faut absolument à ce qu'il y ait diminution de la charge. Parce qu'on sait que les charges se conservent. Donc d'où le signe moins ici. En utilisant une relation très importante qui s'appelle Green-Ostogradsky, je peux transformer ce flux-là, à travers cette surface fermée, à divergence de G d'étang, avec le fait que le volume V est celui qui est délimité par la surface fermée. Donc je vais avoir divergence de G d'étang qui n'est autre que moins dq sur dt. Mais dq sur dt, si je considère le volume, je fais entrer la dérivée à l'intérieur, donc je vais avoir dρ sur dt fois d'étang. Je considère que le système est fixe. Donc, avec le signe moins, je peux avec un signe moins ici, plus ce terme-là, donc ça donne, je le mets de l'autre côté, je vais avoir cette forme-là. Cette forme-là est vraie pour tout volume. Donc, je peux tout simplement se débarrasser de cet eau parce qu'il est toujours valable pour tout volume. Donc, je vais avoir une équation de conservation de la charge. Et cette équation est tout à fait générale. Elle est tout à fait générale. Ça traduit tout simplement qu'il y a toujours conservation de la charge. C'est que les charges ne se créent pas, mais tout simplement, elles passent d'un point à un autre. Il se conserve. Équation de Maxwell-Thomson. Donc je reviens au champ magnétique.
créé par une charge qui se déplace avec une vitesse v, donc il va avoir cette forme-là. On a vu ça dans la partie 1. J'applique la divergence à B. Et puisque Q et tout ça ne dépend pas de l'espace qui va sortir, donc je vais avoir cette forme-là. En faisant des transformations, je vais avoir divergence de ce terme, ça va donner ça. ER sur R carré rotationnel de V, V rotationnel. Et puisque V est un vecteur et non pas un champ, puisque c'est une vitesse, ne dépend que du temps. D'accord? Donc, le rotationnel, c'est de V égale à 0. On peut démontrer aussi que la rotation de ER sur R carré égale à 0, puisque ER peut s'écrire comme moins gradient de 1 sur R. Si vous faites le calcul de ça, vous trouvez ça. Et je sais que toujours le rotationnel d'un gradient est nul. Ça, c'est une propriété. Puisque le gradient, c'est nabla fois f, le rotation, c'est nabla vectoriel. Donc, nabla vectoriel nabla, c'est quelque chose qui est nul. D'où, on va trouver que divergence de P égale à 0. Et ça, c'est une équation parmi les 4 équations connues de Maxwell, qui s'appelle équation de Maxwell-Thomson. Voilà. Justement, on va exploiter ceci dans cette partie-là. Flux de B à travers une surface fermée. Si je considère une surface qui n'est pas fermée comme celui-là, je suis obligé pour trouver l'orientation de N, de choisir le contour, d'orienter le contour qui délimite la surface. Donc c'est l'orientation comme ça, donc N sortante. C'est l'orientation de l'autre sens, N va être entrante comme ça. De même, si je choisis les deux contours comme ça, avec la surface ici, donc N, l'orientation N découle de celui de l'orientation de contour, puisque l'orientation du contour comme ça, donc en rond. Si j'oriente comme ça, en bas. Et la surface, on peut prendre n'importe quelle forme, comme ça, ou bien tout simplement comme ça sur la surface ici. Voilà, je considère ce chapeau-là, donc j'en ai le flux ici, c'est un flux qui est positif. Donc ça, c'est un flux qui sort, qui est positif. Alors, si par hasard je prends ici, donc le flux va être négatif. Donc pour fermer le surface, je suis obligé de prendre un autre chapeau ici, donc comme celui-là, mais de l'autre côté, et le flux de B à travers la surface fermée, en utilisant le théorème de Ostogradsky, va donner divergence de B d'étau. D'où toujours le flux à travers une surface fermée égale à 0. Donc, retenez que le flux se conserve à travers une surface fermée pour le champ magnétique. Et ça, c'est une propriété générale pour le champ magnétique. Le flux de l'induction magnétique à travers toute surface fermée est donc nul. Pourquoi? On peut expliquer ça par le fait qu'on n'a pas de pôle magnétique, d'un seul pôle, mais toujours il va y avoir deux pôles. Donc, dans ce cas, si jamais le champ magnétique entre d'une pôle, il va nécessairement entrer par l'autre pôle. Ce n'est pas comme les charges électriques. Électrostatiques, nous avons une charge positive, le champ va être sortante. D'accord? Mais le champ magnétique, toujours, si je casse un aimant, les deux autres parties vont se transformer en un autre aimant qui possède bien sûr un pôle sud et un pôle nord. Théorème d'Ampère. Donc, qu'est-ce que dit le théorème d'Ampère? Tout d'abord, je choisis un contour comme ça, que je vais orienter. Ce contour va être effectivement parcouru par des courants, comme celui-là. Donc, ça, c'est un courant qui entre dans le contour. Ça, c'est un contour qui sort. D'accord? Celui-là, il entre et sort.
Le théorème d'Ampère stipule que la circulation des vecteurs induction le long du contour fermé est égale au produit de la somme algébrique de tous les courants. La somme algébrique, s'il est entrant, ça va compter positif, s'il est sortant, compter négativement. Tous les courants s'appuyant sur ces phases multipliées par ce facteur-là qui est mu0. Pour ce cas de figure, j'en ai quoi? Mu0, le courant, il est entrant. Normalement, c'est pas de même entrant, c'est pas de même signe que n. Regardez, n, il est en haut. Donc, je dois voir celles qui ont signe plus, celles qui ont le même sens que n. Donc, il se trouve que E3 a le même sens, alors que E1, le sens opposé. Pour E2, il y a une partie qui va avoir le même sens. Notre partie va avoir le sens opposé, d'où je vais avoir plus de I2 moins I2. D'où je vais avoir la forme suivante. Mi0 est égal à moins I1 plus I2. Donc l'orientation, cette orientation-là qui va m'indiquer le courant qui va sortir et le courant qui va entrer. Donc si jamais le sens du courant a le même sens que n plus, c'est le sens opposé moins. On peut faire une démonstration assez simpliste, assez simplifiée de ce théorème-là. Je considère par exemple une courbe comme ça, circulaire, facile. Donc il est circulaire ici, donc il va avoir... Donc pour démontrer, je vais considérer un courant créé, je vais considérer un fil infini parcouru par un champ par un courant, donc il va créer nécessairement un champ magnétique. Et je considère le contour fermé KL. Donc la circulation de B à travers ce contour, ça va être la somme IG plus GK plus KL plus LG. Le premier terme, il est nul parce que le champ magnétique, il est orthogonal, ici. IG, voilà, ici. Le deuxième terme, il va rester. Le troisième terme, il est aussi nul, ici, KL. Donc, je vois que, puisque je sais que le champ magnétique créé par le courant, donc il va avoir cette forme, donc il est selon Oθ, donc de même que dl, donc il va avoir le même sens, donc d'où le signe plus, R2 ici. Donc ça fait, on a déjà montré ça donc, dans la partie 1, mu0i sur 2p R2 fois R2 θ. Alors que ici, donc dl il est dans ce sens parce que j'ai orienté comme ça, alors que le champ il est de l'autre côté. Donc ça fait moins E0. Si je simplifie R1, R1, R2, R2, avec ici j'en ai un signe moins, j'en ai un signe plus. Pourquoi signe moins? Parce que B il est dans le sens opposé de DL ici, alors qu'ici le même sens. Donc je trouve 0. D'où donc c'est une démonstration assez facile, assez simplifiée ici. Nous avons donc montré que dans le cas où la surface définie par le contour n'est pas traversée par le courant, donc la circulation est nulle. Il n'y a pas de courant ici, il n'y a pas de courant qui va passer à travers le contour, donc c'est égal à 0. Maintenant, si je choisis un contour qui est traversé par le contour, donc je sais que le champ magnétique créé par un fil infini, c'est égal à mu0i sur 2pr ici. Donc dl est suivant Oθ, donc je vais avoir mu0i. dl, je travaille en coordonnées polaires, et puisque le rayon il est constant, donc je vais avoir dl est égal à r dθ, Eθ. Lorsque j'intègre, je vais avoir r fois 2p.
Application qu'on va appliquer pour ce théorème d'Ampère pour un fil rectiligne. Je considère un fil rectiligne, d'accord, comme celui-là. Je considère un contour C. Donc, la circulation de BDL concernant ce contour fermé, on va avoir deux cas de figure. Ou bien, si je travaille à l'intérieur du fil, ça fait R inférieur à grand R, ou bien à l'extérieur, ça fait petit r supérieur à grand R. Donc, deux cas de figure. Pour ce premier cas de figure, donc ça veut dire que pour R inférieur à grand R, ça veut dire que je ne vais pas avoir tout le courant qui va passer. Il y a uniquement une partie qui va passer à travers le contour. D'où je dois utiliser la densité que je considère constante, la densité de volumique de courant G est égale à I sur PR carré. Pardon. Donc, le premier terme va donner B fois 2PR. Le deuxième terme va donner mu0 fois la densité, qui est I sur PR carré, fois la surface. La surface à l'intérieur ici, qui n'est autre que PR carré. Donc, finalement, je peux simplifier P avec P, je peux simplifier aussi, voilà, je peux simplifier R avec R, et je vais avoir ce format PR égale à mu0 I sur 2PR carré R E phi. Pour R supérieur à grand R, donc ce cas est plus simple. Ça veut dire que je travaille dans le contour qui est en bleu. Tout à l'heure, on a travaillé dans le contour qui est vert. Voilà, donc tout le courant va passer. Donc BR de PR, ça fait mu0 I. Et on trouve bien sûr la formule qu'on a démontrée la dernière fois, qui est mu0 I sur 2PR selon Ophi. Ou bien Oθ. De toute façon, on a travaillé avec Ophi pour les coordonnées. Les coordonnées polaires, je peux utiliser Ophi, ou bien si je considère Ophi, ça veut dire le variable c'est phi, je considère Oθ, c'est le variable Oθ. Il ne faut pas avoir de soucis là. Si je trace B en fonction de R, je vais avoir une variation rectiligne à l'intérieur en fonction de R, mais à l'extérieur, il diminue. Il est proportionnel ici à R, mais à l'extérieur, il est proportionnel à 1 sur R, d'où cette forme. Maintenant, on va appliquer de même pour le cas de solénoïde. Considère un solénoïde infini. Je considère que les spires qui forment ces solénoïdes sont circulaires et traversées par un courant I. Tout d'abord, on va faire une analyse de symétrie. Donc, tout plan passant par l'axe est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? Parce que nous avons ici du courant qui entre et donc ici il sort. Donc, c'est un plan d'antisymétrie. Donc, forcément, B doit appartenir à ce plan. Puisque tous les plans, il y a plusieurs plans qui contiennent. Donc, l'intersection, c'est l'axe OZ. Nécessairement, B, donc, il est parallèle à l'axe C. Puisque c'est infini, donc il y a invariance par rapport à la translation. Donc, il ne dépend pas de Z. D'accord? Donc, aussi, nous avons une invariance par rotation autour de l'axe. Donc, ils ne vont pas dépendre de phi. Donc, il va dépendre uniquement de R. Donc, j'ai à la fin BR phi Z, ce n'est autre que BR selon EZ. Donc, on peut, pour appliquer le théorème d'Ampère, il faut choisir un contour. Donc, on peut choisir différents cas de contours. On peut choisir par exemple ABCD à l'extérieur. On peut choisir un contour, ça veut dire la moitié-moitié. Donc, ici, une partie qui est à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Ou bien je peux choisir un contour qui est à l'intérieur, ici. GKLM, à l'intérieur. Ça, c'est... on va placer.
Donc, on va commencer par le premier contour, ABCD. Donc, la circulation, donc 0, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de courant qui entre, tout simplement. Ni entre qui sort, ni sort, ni entrant, ni sortant. Donc, c'est nul. Donc, je peux, par exemple, pour ce cas-là, je peux développer un petit peu. Donc, ABCD, ça fait ABBDL, ça fait BCBDL, CD, DA. Le premier terme, il est nul. Pourquoi? Parce que le champ, il est orthogonal. Donc, regardez le champ, comment. Nous avons des courants ici. Donc, elles seront orthogonales pour AB, pour BD. Il est orthogonal il est orthogonal à AB et il est orthogonal à CD. Donc, les deux termes-là vont être nuls. Donc, je vais avoir la somme selon BC et DA qui sont nuls, d'où je vais avoir la circulation pour ces deux termes-là qui est nul. D'accord? Les sens de parcours étant opposés, on en déduit que le champ est le même sur ces deux segments. Donc, B, il est constant à l'extérieur du solénoïde. De plus, si le contour est-il que le segment DA à l'infini ou le champ est nul, alors B est aussi nul sur le segment. Donc, on va en déduire que le champ magnétique il est nul à l'extérieur. Donc, on a fait le calcul comme si on a un champ magnétique à l'extérieur, mais en réalité, le champ magnétique, il est bien sûr nul. D'accord? Donc, tout à l'heure, j'ai pris B orthogonal à DL. Pourquoi? Parce qu'on vient de montrer que B, il est suivant OZ. Donc, OZ, il est orthogonal à ce segment-là et à ce segment-là. D'accord? Donc, à l'extérieur, le champ magnétique est nul. Donc, maintenant, on va passer, ça c'est faux là, donc il faut écrire ici BC, DA. Corrigez s'il vous plaît, BC, DA. Maintenant, on va passer au deuxième contour, c'est celui-là. Donc, on va passer, si vous voulez, à l'intérieur. À l'intérieur même, il n'y a pas de courant. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de nul. Voilà. Donc, B, il est orthogonal à D, parce qu'il est selon OZ. Donc, ce terme-là va être nul et celui-là va être nul. Donc, je vais avoir ces deux termes-là. Donc, on va avoir BDL, GD est égal à moins BDL, LG. Donc, le sens de parcours étant opposé, on déduit qu'il est de même sur les deux segments. Donc, B, il est constant à l'intérieur. Je n'ai pas le droit de dire nul parce que c'est pas comme tout à l'heure, parce que j'ai loin, très loin, le champ magnétique est nul. Donc, je peux, si vous voulez, augmenter ce contour-là. Donc, puisqu'il est nul, donc il va être nul aussi à côté. Donc, à l'extérieur nul, mais à l'intérieur, c'est quelque chose de constant. Pour déterminer, si vous voulez, cette valeur-là, on va considérer ce contour-là à moitié-moitié. Donc, voilà. Donc, je considère ce contour-là. Voilà, pardon. Considère maintenant ce contour MNOP. Donc, ce contour-là, donc, je vais voir la partie ici. Cette partie ici, j'en ai un certain nombre de fils qui est parcouru par un courant. Donc, je vais multiplier. Donc, ça fait mu0 I fois quoi? mu0 I fois N. N, c'est quoi? C'est le nombre de fils par unité de longueur fois L. D'accord? Parce que cette MP est égale à L. De même, je vais développer ce cercle-là, donc ça fait plusieurs segments. Ce segment-là, il est nul parce que B, il est suivant OZ, il est orthogonal à D, c'est nul. Il est nul aussi ici.
Il est nul ici. Pourquoi? Parce que ce terme-là se trouve à l'extérieur et on vient de voir que à l'extérieur, le champ magnétique, il est nul. Donc, il me reste uniquement ce terme-là, NO. Donc, je vais en déduire que NO, la circulation totale à travers ce contour MNOP, ce n'est autre que la circulation en NO. Donc, ça fait B fois L. Donc, je peux en déduire que B fois L est égal à ça. D'accord? En simplifiant L avec L, je vais avoir le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, ce n'est autre que μ0 NI. Avec N, comme je viens de dire, c'est le nombre de spires par unité de longueur. D'accord? Ou bien je peux écrire comme ça. Voilà, donc ça c'est, on vient de voir que le champ magnétique, il est constant à l'intérieur d'une solénoïde infinie. Infini, c'est pas pour une solénoïde qui est finie. Donc ça, c'est infini. Donc c'est constant, c'est égal à μ0 fois le nombre de spires par unité de longueur fois le courant qui traverse les spires. Expression locale de théorème d'Ampère. Donc, théorème d'Ampère, comme j'ai déjà dit, c'est l'analogue du théorème de Gauss. Ici, ça sert à calculer le champ magnétique pour des cas particuliers, ce n'est pas toujours le cas. De même pour le théorème de Gauss. Donc, on va chercher ici l'expression locale. J'en ai une transformation que je peux faire grâce au théorème de Stokes. Donc, si vous voulez voir ce théorème de Gauss, je vous invite à voir une vidéo que j'ai fait sur la démonstration de ce théorème-là. Donc, il suffit de regarder dans la playlist mathématiques pour la physique. Donc, je peux faire cette transformation-là via ce théorème. Donc, la circulation de x dl, ça va être rotationnelle de x ds. Avec le fait que S est la surface qui repose sur le contour. Donc, il y a un lien ici entre S et C. Donc, je vais appliquer ça sur la circulation du champ magnétique. Ça va me donner rotationnelle de BDS égal à μ0 G. D'accord? Donc, je sais que I, c'est quoi? C'est le flux de GDS. Donc, je vais mettre ça de l'autre côté. Donc, je vais avoir l'intégrale double sur S rotationnelle de P moins μ0 G ds. Quelque chose qui est toujours valable, quoi que ce soit S, quoi que ce soit la surface. Donc, je peux simplifier ça et je vais avoir une relation locale qui est μ0 rotationnelle de P est égale à μ0 G. Ça, c'est quoi? Ça, c'est valable qu'en magnétostatique. C'est pas toujours valable. C'est pas, donc, lorsqu'on travaille dans un régime quelconque, un régime variable, donc il faut ajouter un autre terme. D'accord? Ça s'appelle équation de Maxwell-Ampère. Donc le terme là, ça s'appelle le courant de déplacement. Ça, c'est pas courant de déplacement. Donc je vais ajouter ce terme là ici. Sinon, on ne peut pas, si vous voulez, sans ce terme-là, on ne peut pas vérifier l'équation de conservation de la charge. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. Merci de votre attention. Je vous invite à liker, bien sûr, à s'abonner. Et nous sommes à votre service si jamais vous avez des questions ou bien des suggestions. À bientôt, au revoir. Un objet qui est situé